La matinale Tocsin. 7h30, 9h30, Nicolas Vidal. Chers amis, immédiatement, nous allons du côté de Montpellier voir David Guyon. Salut David, comment ça va? Bonjour Nicolas, très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, c'est avec plaisir. Je t'ai appelé ce matin parce que tu es en bataille juridique permanente. C'est normal, tu as un cabinet d'avocats à Montpellier et on te connaît, notamment pour avoir défendu les libertés. Et là, c'est un recours, une action notamment qui se prépare ou qui est déjà en cours, tu vas nous le dire, contre le niveau des prix à la pompe, contre du moins le fait de ne pas baisser les taxes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, cette action menée par ton cabinet, David? Oui, tout à fait, Nicolas. Merci en tout cas pour l'invitation, pour me permettre d'en parler, parce que c'est un sujet qui est assez méconnu. On en entend beaucoup parler dans la presse que le gouvernement ne peut rien faire. Et oui, ils subissent en réalité la situation. C'est normal, quand on n'a pas du tout de vision, c'est exactement ce qui se passe. Pas de vision parce que, évidemment, on n'a pas travaillé sur le nucléaire ou sur toute alternative aux énergies fossiles pendant des années. On voit bien qu'il y a même eu un volte-face, puisqu'entre le début du quinquennat et aujourd'hui la fin de ce second quinquennat, finalement, on dit tout et son contraire. Eh bien, cette absence de vision, aujourd'hui, elle nous rend totalement dépendants de l'ensemble du monde entier, avec notamment ceux des trois d'Ormuz qui, aujourd'hui, se répercutent sur le prix à la pompe. Alors, on a regardé un petit peu ce que le prix à la pompe pouvait représenter. On s'est aperçu, on le savait déjà, que 60% du prix était fixé en réalité par les taxes. Et qu'on avait même une taxe qui était elle-même qui composait l'assiette de la TVA, la TICPE. Donc, j'ai découvert ça, donc c'est vraiment fort, cette taxe sur la taxe. C'est génial, c'est vraiment des génies du mal. J'ai creusé la question et j'ai regardé et j'ai vu que dans les précédents chocs pétroliers, l'État français avait déjà dans le passé réglementé les prix, notamment les prix de l'essence, afin justement de limiter l'impact sur les Français. Et j'ai regardé par quel mécanisme y était-il arrivé. J'ai découvert que effectivement, ils avaient mis en œuvre un dispositif qui existe, qui est très peu connu du grand public. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle. C'est un article du Code de commerce qui s'appelle l'article L410-2, qui permet justement, dans des circonstances assez exceptionnelles, de réglementer le prix à la pompe. Alors, on n'est pas en train de dire à l'État exactement ce qu'il doit faire. Ce qu'on dit, c'est vous devez, parce que vous le pouvez, réglementer le prix à la pompe. Vous pouvez prendre des mesures qui sont ciblées et temporaires, puisqu'on sait qu'une réglementation des prix sur le long terme peut créer de la pénurie. Et donc, à partir de ce moment-là, on vous demande d'agir, parce que, on est en train de dépasser le symbole des 2 euros par litre, et qu'en réalité, si certains parlent d'une perte de 5 milliards sur les recettes en cas de baisse du prix de l'essence, en fait, on n'a aucune idée de l'impact indirect que ça va avoir sur la destruction du tissu industriel français et derrière avec les points de croissance en moins. Parce qu'on est déjà en train de faire des estimations sur la baisse de la croissance en France suite justement à ce choc pétrolier. Et en fait, les répercussions, elles vont être bien supérieures aux fameux 5 milliards qu'on nous annonce sur le prix de l'essence. Alors, l'idée ici, on en a conscience, on va pas révolutionner le droit, Il y a peu de chances que notre recours passe. D'ailleurs, j'ai appelé personne à nous rejoindre. C'est vraiment, nous, on le fait parce que l'idée, c'est de tenir le droit. C'est de dire à un moment donné, vous avez à disposition des armes juridiques, vous ne les utilisez pas, donc vous êtes des gros hypocrites lorsque vous me dites que vous ne pouvez rien faire. Et face à cette mesure, effectivement, on le voit, le gouvernement est encore dans sa logique de subvention en faisant des chèques énergie sous condition qui va encore coûter un pognon phénoménal aux Français et qui en réalité démontre une chose, on n'a pas tiré les conséquences du fameux le fameux Covid où on a dit on paiera, l'argent public coule à flot. Et donc on le quoi qu'il en coûte, mon cher David, le quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte. Voilà, c'est les termes qui m'échappaient, effectivement, le fameux quoi qu'il en coûte qu'on est en train de payer, puisque ça nous en a coûté finalement. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout tenu compte des répercussions économiques que ça a eu ces dernières années, si bien que aujourd'hui, tenir la baraque et de dire vous avez les moyens juridiquement d'agir, vous ne le faites pas, vous êtes donc des hypocrites, c'est aussi une manière de marquer un petit peu la culture juridique française en rappelant que finalement, ici, le gouvernement, qui l'avait fait 40 ans plus tôt, a décidé politiquement de ne pas le faire. Ouais, parce que tu le dis effectivement, et je te remercie d'être là, bien entendu. Vous êtes déjà près de 4500 actuellement. Continuez à partager, à liker. Vous êtes très, très nombreux ce matin. Merci beaucoup. Tu le dis, finalement, on a des gens qui parlent beaucoup, qui communiquent énormément,
mais qui ne prennent pas les dispositions. Et entre le le tarif que ça pourrait coûter effectivement de baisser ces taxes, tu l'as dit, la TVA sur la TVA de la taxe, c'est quand même assez formidable. Ça va coûter plus cher en point de croissance, ça va coûter plus cher en chômage et en licenciement. Là aussi, une vraie escroquerie intellectuelle finalement de nous maintenir le contraire. Non, tout à fait. C'est pour ça. Voilà, on voit bien que ces personnes sont au bout du rouleau. Ils sont à court d'idées, ils sont à court d'argent. Et l'idée n'est pas du tout de baisser la dépense publique ou en tout cas de réformer ce pays. Non, non, c'est de continuer comme on a toujours fait parce que on l'a vu, mon cher Nicolas, ça a bien fonctionné. 3 000 milliards de dettes. On ne peut pas dire que c'était effectivement une erreur. Donc, en fait, ils continuent leur logique. Donc ici, évidemment, on ne révolutionne pas le droit. Ça, c'est clair. On va pas, à mon avis, faire condamner l'État, mais c'est juste de dire une nouvelle fois, on vous voit, on sait qu'il y a des dispositions qui existent, on sait que vous pouvez agir juridiquement, vous ne le faites pas. Donc voilà, acte. Ouais, et c'est pour ça qu'on va en parler ce matin là-dessus. C'est vrai que tu le dis assez honnêtement, ça va pas révolutionner le droit, mais est-ce que ça pourrait aussi réveiller certains, notamment, et peut-être porter ce sujet dans le débat public, parce qu'il y a aussi cette notion de porter le sujet. Le droit sert aussi parfois à porter les sujets dans le débat public. Cher David, est-ce que là-dessus il peut y avoir une petite once d'espoir à ce sujet? Bah oui, c'est tout à fait le but. La preuve, aujourd'hui, je suis invité sur votre chaîne pour en parler, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et puis ça permet de dire on va dire aux citoyens lambda, ah bon, d'accord, il existe des moyens juridiques et l'État ne nous en parle pas. L'État, finalement, n'utilise pas ces armes juridiques qui sont à sa disposition. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez dit juste avant, en fait, ils sont en train de faire la poche des Français. Ils sont en train de les racketter à ciel ouvert parce que l'objectif, c'est qu'il y a un déficit. Et là, on a une belle opportunité d'aller chercher de l'argent dans les poches des Français à moindre coût. C'est ça la logique à court-termiste en disant, attention, si on baissait le prix de l'essence, regardez ce qui se passerait, on perdrait des recettes fiscales. Bon, je rappellerai qu'il y a quand même à peine quelques heures, on a accordé un prêt à 90 milliards pour l'Ukraine. C'est génial. Si on veut trouver de l'argent, on en trouve. Et je me permets, mon cher David, quand même de reprendre la citation de l'émérite de Benjamin Haddad, qui était infoutu de passer l'Iran sur une carte. Quand même, il faut quand même être assez formidable pour arriver, qui disait notamment que ce prêt de 90 milliards, notamment avec qui a été voté, enfin qui a été décidé d'un commun accord unilatéral. J'aime bien le commun accord unilatéral, tu vois. Benjamin Haddad nous disait que ça allait permettre de donner de la visibilité aux Ukrainiens. C'est formidable, parce que nous, on n'en a rien à faire, la visibilité, on n'en a pas besoin, finalement, c'est ça qui est bien. On vit dans le brouillard, concrètement. Non, mais complètement, on a bien compris que la priorité n'était pas les Français. Bon, écoutez, acte, encore une fois. Mais surtout, j'avais envie de faire une ouverture un peu sur ce sujet-là. Je m'intéresse depuis très longtemps à la question un petit peu des libertés fondamentales. Évidemment, ça m'a beaucoup touché pendant la période Covid parce que j'ai remarqué qu'on était rentré dans un système. Et là, quand j'ai revu de nouveau les fameux chèques énergie du gouvernement, je me suis dit, bon gré mal gré, on est en train quand même de tourner vers une sorte d'accoutumance à l'aide publique. C'est-à-dire, l'objectif est clairement de nous instaurer une sorte de revenu universel. Oui, parce qu'à un moment donné, quand on détruit l'économie comme on est en train de le faire, la seule possibilité d'éviter une révolte populaire, ça va être de dire aux gens, regardez, on va vous donner de l'argent. Et le revenu universel, ça peut paraître séduisant en principe, mais attention, rappelez-vous, quand on a été capable de suspendre sans aucune rémunération des soignants, ça rappelle une chose, ça veut dire qu'il y en a un qui peut décider du jour au lendemain, comme ça, là, en levant le doigt, de couper les vivres. Et c'est ce qui va exactement se passer. C'est-à-dire que si demain vous devenez dépendant de l'État, vous n'êtes plus libre. Parce que l'État peut décider du jour au lendemain s'il va vous activer ou vous désactiver. Il peut décider du jour au lendemain si le revenu qu'il vous a accordé, il va continuer de vous l'accorder. Donc, on est en train de tomber dans ce genre de système. Et évidemment, en tant qu'avocat, je ne peux que m'en inquiéter. Parce que clairement, si nos libertés fondamentales deviennent facultatives et dépendantes d'une volonté politique, nous sommes très, très mal. Ouais. Et là-dessus, sur effectivement la suspension des soignants, il faut le dire aussi, le droit a été bafoué parce que le droit du travail, me semble-t-il, a été considérablement bafoué. Il y a très peu de prud'hommes qui ont donné raison d'ailleurs à des soignants suspendus. Ça a été le cas à droite-gauche, mais finalement massivement non. Donc même au-delà de ça, le droit, franchement, du travail de n'importe quel travailleur a été bafoué, a été suspendu sans vraiment raison valable qui n'était pas écrit dans les textes. Je me parle sous ton contrôle, David. Je suis pas homme de loi, mais tout de même, j'ai quand même l'impression que là aussi, on s'arroge le droit, sans mauvais jeu de mots, de faire ce qu'on veut. Voilà. Le droit devient une sorte d'instrument au service du plus fort.
C'est-à-dire qu'au départ, le droit c'était une façon de dire on a des règles fondamentales qui s'appliquent. Ces règles, elles ne vont pas varier selon les gouvernances politiques, selon la couleur politique du gouvernement du moment. Donc ça, c'était un peu la garantie de se dire que même en cas d'alternance, il y avait quand même des libertés qui étaient fondamentales, qui constituaient notre socle commun de la société et qui n'allaient pas varier. La crise sanitaire, elle a mis à bas tout ça. Elle a dit, effectivement, à partir de maintenant, on va décider en fonction des circonstances du moment et ça sera basé sur des critères subjectifs et évolutifs. Un coup, c'est le taux d'occupation des lits, un coup, c'est le nombre de personnes qui sont contaminées, un coup, c'est le nombre de personnes qui sont vaccinées. Bref, nous n'avons fait que varier au fur et à mesure afin de justifier toujours plus ce qui n'était pas justifiable. Et en fait, effectivement, tu l'as dit, la loi du 5 août 2021, c'est une exception en fait dans le droit du travail et dans le droit de la fonction publique, puisqu'on a essayé d'expliquer à des personnes que sous prétexte donc d'un statut vaccinal, on pouvait du jour au lendemain leur couper les vivres. Ça n'existe pas en dehors de cette loi. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on est devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que justement, on estime que la France, par cette loi, a méconnu des libertés qui, elles, sont fondamentales, qui sont situées au-dessus des lois qui ont été votées par le Parlement. On verra ce qui sera décidé. Je suis actuellement devant cette Cour européenne, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision qui sera rendue, ça sera intéressant. Parce que si elle nous dit « vous avez tort », et moi c'est ce que je pense qu'elle dira, puisque en 2021, elle avait déjà donné sa position. Elle nous disait il y a 5 conditions pour qu'un vaccin soit conforme. Il faut qu'il soit connu et reconnu, qu'on connaisse parfaitement les effets secondaires, que ce soit des maladies mortelles qui soient visées par la vaccination, qu'on n'ait pas de contraintes physiques, et donc on comprend économique aussi, et que si on refuse le vaccin, évidemment, il n'y ait pas de conséquences disproportionnées. Ça, c'est la position de 2021, 3 mois plus tôt, avant que la loi soit votée. Bon, pas de raison que la jurisprudence fluctue fondamentalement. Mais si, par impossible, la Cour européenne des droits de l'homme nous disait le contraire, l'avantage qu'on aurait, c'est qu'on saurait que dorénavant, on ne parle pas d'obligation vaccinale, on parle d'injection forcée. Et donc, vous faites ce que vous voulez, mais à partir du moment où le droit, de toute façon, n'est pas de votre côté, vous utilisez d'autres soucis, d'autres moyens, d'autres possibilités, et vous ne perdez pas votre temps dans des recours qui pourraient être coûteux et hasardeux. Donc, dans tous les cas, ce sera une très bonne nouvelle, puisque ça nous permettra de savoir ce qu'il en sera. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le droit ne sert plus les citoyens vivent dans des mondes qui sont parallèles. Et donc, l'État, n'ayant pas conscience de ça, ne se rend pas compte que finalement, il y aura 2 types de France. Il y aura celle qui va se soumettre à des lois de plus en plus liberticides, et puis il y a celle qui va vivre en marge, qui va faire un peu sécession, et qui va évidemment contourner allègrement ces lois qui sont de plus en plus liberticides, et qui, encore une fois, ne servent pas l'intérêt général. Mais là, on va vers la fin de notre contrat social, mon cher David. C'est gravissime, c'est inquiétant, parce qu'il y a un contrat social qui était censé nous lier, je crois, à peu près, droit, tout ça, 2-3 notions qui permettaient qu'on vive à peu près en bonne intelligence dans notre société. Et là, on voit bien que ce que tu soulèves et ce que nous soulevons tous les matins sur Tocsin et sur notre média, c'est qu'il y a une véritable sécession aujourd'hui, un procès à l'illégitimité qui pose vraiment des questions pour les semaines et les mois à venir, concrètement, pour la stabilité du pays. Tout à fait, le contrat social, c'est ce qui fait d'ailleurs on ne contracte pas avec l'État. C'est-à-dire que vous arrivez dans une société où il y a déjà des droits et des obligations. Vous ne choisissez pas si la loi s'applique pour vous. D'accord, ça c'est important, c'est ça le contrat social. Sinon, chacun respecte sa propre loi et en fait, on retourne au temps des barons et des comtes avec le féodalisme. Donc non, c'est un autre monde, ce serait de l'archaïsme. Donc le contrat social, c'est l'idée de dire on va ensemble conditionner nos libertés, elles seront plus absolues. Par contre, derrière, on vous assure la sécurité. Ici, on voit bien qu'on n'est pas capable de nous assurer la sécurité, puisque on l'a vu avec les émeutes en Nouvelle-Calédonie, faut en parler, c'était une guerre civile en fait. Et clairement, l'État a failli à sa mission. C'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal administratif de Nouméa qui a reconnu que l'État avait vraiment fait n'importe quoi en décembre 2025. Donc ça démontre bien que l'État est incapable d'assurer la sécurité. Et aujourd'hui, il est en train de nous faire les poches. Il est en train de vider les caisses. Et nous, malheureusement, on n'a plus grand-chose pour nous parce que, le droit est là, le droit existe, on peut l'activer, mais malheureusement, aujourd'hui, il est inaudible. Donc, pour en revenir à notre sujet, quand on est en train de demander au gouvernement de réglementer le prix de l'essence, on a conscience que le juge ne va pas s'aventurer à faire ce choix qui est politique. Mais nous, ça permet juste de dénoncer et de dire devant tout le monde, regardez, ils ont les moyens d'agir, mais ils refusent de le faire. La prochaine fois, choisissez mieux pour qui vous allez voter. Oui, en tout cas là-dessus, dernière question, notamment, là, est-ce que toi, tu crains, de fait, il est clair, c'est le confinement énergétique, on le voit, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont incapables
de pouvoir payer l'essence. On le voit bien, ils ont détruit la société, l'économie, ils ont vidé les caisses également. C'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas baisser les taxes, puisque les caisses sont vides. Donc manifestement, ils vont pas casser les Cofinoga et les Codévi pour payer à notre place, concrètement. Mais est-ce que on va vers un confinement énergétique de fait, mécaniquement, enfin, j'ai envie de dire, et peut-être après, on en parlera tout à l'heure avec Tatiana Ventos, mais est-ce qu'on pourrait s'inquiéter d'un confinement D'ailleurs, la Commission européenne a lourdement insisté sur le fait de mettre des mesures pour freiner la consommation d'énergie. Hein. C'était le 24 avril, c'était la semaine dernière et ça devrait être acté aujourd'hui notamment. Oui, effectivement, mon cher Nicolas, tu fais bien d'en parler. Hein. On a certains pays, hein, notamment la Slovénie, qui ont déjà mis en place du rationnement. Ouais. Donc, on voit bien que les États sont capables d'aller commencer à rationner l'essence. Là, on voit bien que de faire augmenter le prix de l'essence fait que le rationnement, finalement, il se fait tout seul, puisque vous y allez moins ou en tout cas, vous limitez votre consommation. Mais oui, on va se diriger vers ce type de système si on ne trouve pas une solution à court terme. Et malheureusement, comme je dis au tout début, il y a une absence de vision. On n'a jamais anticipé que le détroit d'Ormuz allait être bloqué. Pourtant, c'est quand même depuis des décennies qu'on sait que au Moyen-Orient, il peut y avoir un conflit à tout instant et qu'on a une grande partie de nos ressources énergétiques qui transitent par ce détroit. Donc, j'ai envie de dire, qu'ont-ils fait pendant 40 ans pour ne pas anticiper cet événement? On a l'impression que c'est presque fait exprès. Ouais. Et c'est une vraie question qui se pose à nous. Et maintenant, on est dans la catastrophe absolue. C'est vraiment, voilà, c'est absolument colossal. Mon cher David, merci d'être venu. Donc cette action, on rappelle, hein, Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier notamment. Tu as ton cabinet à Montpellier. Tu travailles, on te connaît hein, sur les libertés publiques, libertés fondamentales. Tu as mené la bataille. Tu continues à la mener. Et d'ailleurs, tu es toujours sur le PureTech Takata. D'ailleurs aussi, il y a cette question du PureTech Takata. Vous savez, les fameux airbags Takata. Tu mènes aussi le combat là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de choses. Suivez David sur son compte X notamment et allez-y, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du cabinet de David. Merci beaucoup mon cher David, on te souhaite une excellente journée ensoleillée à Montpellier en tout cas. Voilà. Oui. Merci beaucoup, bonne journée et nous on continue.